L'aide-mémoire sur le rapport de déclaration. Vous avez ici surligné en orange les champs obligatoires à remplir afin que l'agent administrative qui fera la saisie de votre déclaration dans l'application SCSSS soit capable de soumettre votre déclaration. Sinon, s'il reste un champ vide, elle ne sera pas capable de soumettre la déclaration. Dans les bulles jaunes, vous avez des précisions sur l'information que l'on souhaite retrouver dans chaque section. Donc, regardons ensemble comment remplir une déclaration. Donc, à la section 1, qui est identification de la personne touchée, les champs obligatoires, vous avez évidemment la date de naissance, le numéro de dossier, nom, prénom à la naissance. Je vous rappelle que c'est seulement les initiales que vous devez inscrire et le sexe de l'usager. À la section 2, vous devez inscrire la date de l'événement avec l'heure et le constat avec l'heure. Évidemment, le lieu où s'est produit l'événement. Quand on parle de lieu, ce qu'on veut, c'est que vous nous indiquiez la RI ou la RTF où vous travaillez et l'endroit précis où s'est produit l'événement, comme par exemple la chambre, le corridor. Dans la section 3, on veut une description des faits de façon objective et détaillée, sans accusation et non nominatif. On n'écrit pas le nom des employés. À la limite, vous pourriez écrire le type d'emploi avec ses initiales. Et on n'écrit pas non plus le nom d'un autre usager qui serait impliqué, mais plutôt seulement son numéro de dossier. Par exemple, dans une agression, il ne faut pas oublier que la déclaration est versée au dossier de l'usager. On déclare au nom de la victime. Donc, la famille pourrait demander à consulter le dossier et à ce moment-là, elle verrait le nom de l'agresseur. D'où l'importance que, pour garder la confidentialité, d'inscrire seulement le numéro de dossier. Donc, dans cette section-là, 3, il est important de donner quand même suffisamment d'infos pour qu'on ait une photo de la situation. Exemple, un résident qui a chuté. Est-ce qu'il avait ses chaussures antidérapantes? Sa marchette, est-ce qu'elle était à portée de main? Puis noter ce qu'il voulait faire plutôt que d'inscrire seulement trouver par terre. Évidemment, dans la mesure où ce que votre usager est capable de s'exprimer et de dire ce qu'il souhaitait faire au moment où ce qui s'était levé, par exemple. À la section 4, vous allez indiquer le type d'événement. Donc, ça peut être une chute, quasi-chute. Quasi-chute, juste un petit rappel, c'est quand un usager fait une chute, mais qu'il y a une tierce personne, un autre usager, un employé qui va retenir sa chute. Ça peut être une erreur de médicament, traitement, intervention ou diète. À ce moment-là, vous n'oubliez pas que le petit A et petit B, petit A étant ce qui a été administré et petit B, ce qui doit être administré à compléter. Vous avez aussi assez aidé, c'est peut-être des sections où c'est moins fréquent dans vos secteurs parce que ça touche plus au niveau des examens radiologiques, les laboratoires et la stérilisation. Il y a la section E qui sont les problèmes de matériel, équipement, bâtiment ou effets personnels, le vol, perte et bris par exemple. Quand on parle de matériel, on parle de ciseaux, de pansements. Et au niveau des équipements, c'est plus au niveau appareil à signes vitaux et lève-personne. La section F, c'est pour les problèmes d'agression, ce que je vous disais tout à l'heure, usager envers un autre usager ou un usager envers un employé. À la section G, c'est les autres types d'événements qu'on va voir un petit peu plus en détail quand on va regarder la mémoire sur ces types d'événements-là. À la section 5, vous allez inscrire les conséquences immédiates observées. Ne pas oublier les psychologiques comme anxiété. À la section 6, vous inscrivez vos interventions faites pour la prise en charge, ce que vous avez fait pour limiter les conséquences sur l'usager. Vous avez dans le formulaire PDF une liste déroulante que vous allez trouver à droite. Par contre, malheureusement, vous ne pouvez pas faire un copier-coller ou faire une sélection, mais vous pouvez quand même prendre un de cette liste-là et de l'inscrire dans la section ici de la déclaration. Dans cette même section-là, vous devez aussi inscrire les personnes avisées avec leur fonction ou le lien avec l'usager. À la section 7, il n'y a pas de surprise, vous inscrivez votre nom. À la section 8,
J'espère que vous vous rappelez, ça c'est l'endroit où vous pouvez faire des recommandations dans votre milieu ou des pistes d'amélioration pour le CIS. Comme je vous disais que c'est important, on veut votre avis pour trouver des façons de faire pour s'améliorer. Alors, c'est vraiment ici à la section 8 que vous les indiquez. Et à la section 9, ce sont les témoins de l'événement. Donc, c'est une personne autre que le déclarant. Ça peut être un voisin de chambre, un autre employé ou un visiteur. L'aide-mémoire sur les autres types d'événements. Un petit rappel, les événements répétitifs, une déclaration doit être faite seulement lorsque le plan d'intervention n'a pas été respecté ou lorsque les conséquences sont plus grandes ou différentes que celles qu'on a habituellement lors de ce type d'événement-là. Et attention, un événement qui ne fait pas l'objet d'une déclaration doit être quand même pris en charge et une note au dossier de l'usager ainsi qu'une mise à jour de son plan d'intervention doit être faite. Parmi ces autres types d'événements qu'on retrouve, entre autres les blessures d'origine connues ou inconnues. Alors, connues, c'est quand vous avez été témoin ou que l'usager est en mesure de vous expliquer dans quel contexte ça s'est produit. Et si ce n'est pas le cas, bien, vous allez inscrire inconnu. On retrouve aussi la désorganisation comportementale avec blessure et aussi les mesures de contrôle avec blessure. C'est à ce moment-là qu'on déclare s'il y a des blessures. Il y a aussi lié au consentement, par exemple, une ressource qui fait vacciner un usager sans son consentement. Et on va retrouver aussi l'obstruction respiratoire, comme dans le cas d'un étouffement alimentaire. L'aide-mémoire, chute et erreur de médicaments. Pour les erreurs de médicaments, peut-être vous faire une petite distinction entre la disponibilité et l'omission. C'est important de bien choisir la circonstance parce que c'est ce qui nous permet ensuite de mettre la bonne mesure corrective pour améliorer les choses. Donc, la disponibilité, un exemple, ça serait comme c'est le parent qui est responsable de vous apporter la médication. Il a été informé tout et l'importance de les apporter, mettons, dans la soirée et il ne l'a pas fait. Versus une omission, c'est vous qui avez oublié d'administrer le médicament. Mais par rapport à justement l'omission, juste vous dire qu'il y a comme, si on peut dire, 1 heure de grâce. Donc, si vous aviez un médicament à donner à 9 heures et que vous en rendez compte à 10 heures, c'est possible de l'administrer. Toutefois, s'il est rendu midi, là, à ce moment-là, ça va être préférable que vous appelez le pharmacien pour vérifier, à savoir si vous devez omettre cette dose-là ou vous la donnez quand même. Un autre, c'est peut-être au niveau dose débit. Hein. Des fois, c'est au niveau des PRN qui peut avoir, on n'a pas respecté le délai entre les deux. Au niveau des dates, heures d'administration, par exemple, un 10 piles, vous avez donné la médication du soir au lieu de donner la médication du jour. Et pour ce qui est des chutes, en fait, le seul rappel que je veux vous faire, c'est vraiment de choisir, comme je disais tout à l'heure, la circonstance la plus précise. C'est plus facile de trouver des mesures correctives alors que le trouver par terre est très vague. Donc, comme conclusion, la gestion des risques nous permet de mieux contrôler les risques et d'assurer la sécurité des usagers. Chaque déclaration est une opportunité d'amélioration de la qualité des soins et services. Donc, votre contribution est essentielle. Merci.